Donc, bonjour à tout le monde. Merci d'être si nombreux pour ce premier webinaire de formation technique Ziliga. C'est, comme je dis, c'est vraiment une première pour nous de faire ça sous ce format. Donc, on va essayer de faire quelque chose de plutôt complet, mais ça sera aussi de temps en temps un peu interactif parce que, bon, il y a un peu des écrans, etc. partout. Mais si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Je laisse la parole à Becky qui va expliquer un peu le format du webinaire et la plateforme. C'est ça. Ah, c'est pas le bon preset. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Becky Finon. Je suis responsable marketing chez Télévic Conférence France. Moi, je suis modératrice à ce jour dans le webinaire. Et pour présenter un petit peu la plateforme et la structure du webinaire, je vais laisser juste Classe passer la prochaine slide. Donc, timing et structure. La présentation de ce webinaire va durer à peu près 80 minutes, donc 1h20. Et à la fin, on passe effectivement aux questions. Pour information, normalement, sur votre droite, vous avez le chat. Donc là, vous mettez du coup vos petits messages. Vous pouvez communiquer avec nous via ce chat. Et si vous avez des questions, il y a un onglet questions juste à côté qui permet de recenser toutes les questions. Et on y reviendra en fait à la fin. Donc le mieux, c'est que si vous avez des questions, vous les posez ici et pas dans le chat. Voilà. Et pour rappel, effectivement, pour les personnes qui se sont inscrites du coup au webinaire et qui participent en live au webinaire, merci encore à vous. Vous serez donc tiré au sort pour tenter de gagner un QR1 UC. Et je ne sais pas si on fera un rappel aujourd'hui de ce que c'est, mais en tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas, vous aurez peut-être une mini-introduction. Et ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à visiter notre site internet. Et je vais laisser du coup, Classe continuer la présentation. Yes. Hop. Voilà. Donc, la semaine dernière, on a fait la première présentation, mais c'était plus une présentation générale du système Ziliga. Donc, on ne va plus vraiment faire tout ça. Je vais quand même rapidement expliquer un peu le principe chez Ziliga. Donc, Ziliga, c'est un fournisseur de systèmes audio pour les salles de visioconférence. Au cœur de ce système et de cet écosystème, il y a un DSP. Ce qu'on va présenter aujourd'hui, il y a deux types. Il y a un petit DSP QR1 avec un nombre de slots. Il y a un gros DSP FR1 avec un nombre de slots. Si on parle de ce slot ou emplacement, c'est parce qu'on a des petites cartes modulaires qui peuvent être insérées dans ce DSP et qui peut donc, ou le DSP peut être utilisé dans vraiment un tas d'applications, parce que cette modularité permet vraiment de modifier le hardware, les connectiques en temps réel. À côté de ça, ils ont également certains boîtiers d'extension comme des modules Bluetooth, des modules USB, des modules XLR. Et donc ça, c'est pour le côté entrée. Et après, à la sortie, ils ont le système Sonia, qui est donc un système avec un ampli et un ampli et un haut-parleur, ou des haut-parleurs plutôt. Bon, c'est un type d'haut-parleur, c'est le Sonia C5, c'est le modèle que je présente ici. Et donc, l'essentiel de Ziliga, c'est que c'est un système qui est complètement connecté en RJ45. Donc, toutes les connectiques entre les différents composants sont du RJ45. On va utiliser les mots souvent aujourd'hui parce que c'est vraiment au cœur de cette solution. Et bon, c'est aussi un peu ça qu'ils mettent en avant sur les banners ici autour de moi, c'est 4.5 everywhere. Donc, c'est vraiment le but, c'est de simplifier les installations, d'avoir toujours le bon type de câble, qu'on va plus se poser des questions, comment on interconnecter les différents composants. Donc, aujourd'hui, le but de la présentation, de la formation plutôt, c'est de expliquer comment on peut utiliser le système Ziliga, comment faire un premier projet. Aussi, quelques astuces pour le design, des choses que moi j'ai déjà vues et des choses que je trouve qui sont quand même pratiques dans le design. Aussi, comment utiliser Ziliga dans un projet visio. Donc, on va faire plusieurs exemples. Un exemple très simple, après un exemple plus complet pour la partie visio. Aussi, le module Follow Me, donc le pilotage des caméras qu'on va faire avec le DSP. Comment on peut utiliser les GPIO et utiliser ça, par exemple, pour des salles mutualisables avec des tas de plafonds, avec tout ça. Donc, c'est
Le but, c'est de couvrir un peu toutes ces différentes questions. Becky, tu peux juste encore avancer. Donc, le sommaire, j'ai déjà expliqué vraiment rapidement les composants hardware, aussi faire une overview de comment on va installer, la première prise en main, une overview du logiciel, comment préparer un projet et faire le premier design. Et sur le prochain slide, ça fonctionne magique, on peut trouver un peu de documentation déjà. Donc, il y a un lien WeTransfer pour télécharger la présentation commerciale. C'est la même présentation qui a été utilisée la semaine dernière. Il y a aussi la plateforme Zilliqa One que je vais vous montrer. C'est une plateforme sur laquelle vous devez tous vous inscrire parce que c'est là où vous allez recevoir un compte et aussi pouvoir accéder à la certification. Juste une petite remarque, nous, vu qu'on est en France, le site web il est en français, mais donc au moment qu'on fait le login sur Zilliqa One, on arrive sur la page français. Par contre, la certification, c'est uniquement en anglais et donc il faut manuellement modifier le lien. Donc au lieu d'avoir French, il faut écrire English pour accéder à ce. Donc c'est pour ça que j'ai mis le lien en exprès. Après, pour télécharger le Zilliqa Designer, je vais vous le montrer aussi, mais c'est sur leur site web. Et après aussi notre service support, parce que vu qu'on parle quand même technique aujourd'hui, on a un système de ticketing qui est support-tcf@televic.com. Et donc c'est là, si vous avez des questions supplémentaires ou plus tard, n'hésitez pas de nous envoyer un email avec cette demande. Donc, je pense que là, on va immédiatement entrer dans le vif du sujet. Maintenant, juste réfléchir un peu, c'est quel preset. Non, ça, c'est pour après. Ça doit être peut-être le... Ah, c'est ici, c'est bon, on l'a trouvé. Donc, je pense que la première chose qu'on va faire au moment qu'on veut faire notre premier design, c'est installer le logiciel. Et donc, pour ça, on va immédiatement aller sur le site web de Zilliqa. Donc, on a le site web où on a un peu toute l'explication des produits, des fiches techniques, etc. Après, sous support, il y a une page pour télécharger la dernière version. Donc, actuellement, ils sont sur le logiciel version 4.6. Une fois le logiciel il est installé, il faut donner les droits nécessaires. Hop. Je vais même fermer le mien, et comme ça, on va y accéder aussi ensemble. Hop. Donc, une fois le logiciel il est installé, et on le retrouve sur notre desktop. On peut voir que moi, j'ai nettoyé tout mon desktop pour avoir quelque chose rempli. Ouais, ça change. Et donc, on peut y accéder tout simplement par double-cliquer. Le logiciel se lance. Si c'est la première fois que le logiciel se lance et vous êtes encore par hasard sur une ancienne version, normalement, vous allez recevoir une notification pour mettre à jour. Et aussi également, si c'est la première fois, il va encore télécharger quelques documents supplémentaires. Et ça, normalement, vous allez recevoir une alerte pour demander si vous voulez télécharger des documentations supplémentaires, par exemple. Après, on va faire un tour de logiciel complète. Donc, on peut immédiatement lancer un nouveau design. Ça, on peut faire quand on est en mode offline, donc quand il n'y a pas d'équipement connecté, mais aussi en mode online. Ouvrir immédiatement un projet existant, lancer le Network View et le Vue Dance. Moi, je trouve le plus simple, c'est de immédiatement lancer le Network View. Et donc là, on arrive tout de suite sur la page principale du logiciel. Donc, je vais faire un tour rapide de ce logiciel. Donc, ici à droite, on a les panneaux principaux. Donc, on a la vue réseau, le vue Dante. Et si on est en mode projet, on a aussi un vue projet. Le logiciel peut être... non, ça, je vais dire après. Donc, ici, au milieu, on a tous les différents périphériques qui sont connectés. Ils sont détectés automatiquement. Donc, on peut voir qu'ici, on a pas mal d'équipements déjà qui sont connectés. Il y en a aussi qui sont offline parce que je les ai utilisés dans un autre design, etc., ou dans des autres démonstrations, par exemple. Et on peut voir aussi quelque chose qui est typique
pour Zilliqa, on va vraiment détecter tous les périphériques Dante dans le réseau. Donc ici, je peux voir que même un système Config G4 de téléconférence est... C'est normal que le story fait n'importe quoi. Je ne sais pas si tout le monde le voit, effectivement. Mais... Bon, je ne sais Faut pas trouver si la bonne, mais... pour vous aussi le story il va dans tous les sens, mais j'essaye de... Voilà. Donc, on a d'autres périphériques qui sont connectés également. Par exemple, des cartes virtuelles de Dante, des équipements téléviques. On a aussi ici, quelque part, le TCC2 de Sennheiser qui est reconnu automatiquement. Je vais juste faire ça pour éviter de voir si le logiciel maintenant, il s'écarte un peu avec... Bon. Après, la première chose qu'on va faire au moment qu'on reçoit par exemple le matériel pour une première configuration, c'est de vérifier les mises à jour. Donc ça, c'est ce qu'on doit toujours faire. Donc il y a ici, sous gestion appareil, le gestionnaire de mise à jour. Là, on peut tout simplement télécharger. Il y a un bouton Download All Firmware et c'est là où on va pouvoir télécharger tout le firmware d'un coup. C'est des fichiers qui sont vraiment très petits, donc il ne faut pas avoir de peur de stockage sur votre PC. Sinon, vous pouvez cliquer uniquement pour télécharger les dernières versions. Une fois que ça c'est fait, on va mettre à jour les différents composants. Ça, c'est plutôt simple. Donc, par exemple, ici, le Geo Bluetooth qui est dans la salle de réunion. Je vais dans Mise à jour du firmware. Et là, je peux cliquer sur OK. Là, je dois sélectionner le fichier que je veux charger. Donc là, on est sur la version 4.6 et le système va se mettre à jour. Ça prend quelques minutes. Il va faire un reboot automatique. Il faut juste le laisser pendant quelques minutes. Je dirais entre 5 à 10 minutes maximum. Et là, ça devrait être OK. Pour les appareils Solaro, donc qui sont les DSP même, il y a deux étapes parce que là, il faut mettre à jour premièrement le firmware. Et donc là, c'est le même step. Donc il faut cliquer, sélectionner. Là, on est sur une version 4.6.0.1. Et là, dans un deuxième temps, il faut également mettre à jour les cartes. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, il y a IO Card Update All. Donc là, c'est pour mettre à jour les différentes cartes que je viens de montrer là, les cartes USB, etc. Si vous ne le mettez pas à jour, j'ai déjà découvert que l'entrée audio de la carte USB ne fonctionne pas quand on n'a pas mis à jour. Donc ça, c'est la seule étape à faire. Ça ne prend pas beaucoup de temps et ça peut être aussi fait avant dans le système. Aussi, un autre point que j'avais déjà remarqué, donc si vous allez lancer le Network View, mais vous ne voyez rien, vous ne voyez pas les icônes ici ou les différents blocs, c'est possible qu'il y ait des problèmes avec le pare-feu. Normalement, ça sera marqué ici, ça c'est les appareils qui sont détectés, et après il va quand même encore marquer d'autres choses. Et donc, si vous ne voyez pas, mais vous êtes sûr que tout est bien connecté, et des fois même avec les Dante contrôleurs, on peut le retrouver, ça veut dire que les droits pour le logiciel Zilliqa ne sont pas donnés. Donc là, c'est juste tout simplement dans les réglages Windows d'aller donner les droits pour accéder, pour que l'application Zilliqa Designer peut passer sur tous les réseaux. Donc ça, c'est juste quelques astuces. Après, rapidement, des pages de préférence. Donc là, on peut expliquer la langue, etc. Look and feel. Bon, je ne vais pas vraiment aller en détail parce que sinon, ça va prendre vraiment beaucoup de temps. Comme je disais, il y a les trois vues, vue réseau, vue Dante et vue projet qu'on va toujours retrouver ici à droite aussi. Explication sur le projet, là on arrive. Gestion donc, des mises à jour. Après, Lua Editor. Donc, ça, c'est aussi quelque chose d'important. Donc, le système permet d'écrire ses propres drivers. Et avec les propres drivers, on peut aussi importer des drivers ou même manuellement éditer certains drivers. Et donc là, c'est visible, on peut les retrouver tous ici. La première fois, il faut les installer manuellement. Par exemple, le driver pour le TCC2 de Sennheiser, il faut manuellement le télécharger sur cette page ici. Troubleshooting, donc le système est vraiment bien complet. Il y a pas mal de choses pour faire un diagnostic. Excusez-moi. Et après, les explications.
pour le help file, il faut recharger la dernière version via le logiciel et après il sera disponible dans le DSP ou dans le logiciel plutôt. Donc, un premier tour. Après, si on va dans la vue Dante, ça c'était déjà... J'y arrive pas. Ça, c'est un point important. Comme je disais, on va vraiment accéder immédiatement aussi à tout ce qui est Dante dans le logiciel. Maintenant, on va faire notre premier petit design, immédiatement entrer dans le sujet. Donc, dans cette salle ici, on a un FR1 qui est dans la baie à côté de moi. On a également le USB, le module, le Geo USB qui est ici sur la table. On a un module Bluetooth, l'ampli, quelque part, le Sonia Amp, qui est chez nous caché dans le faux plafond et connecté avec les deux haut-parleurs. On a un X-Touch 80, un Lucia et le TCC2. Voilà. Donc, pour faire un premier design, on peut tout simplement sélectionner les appareils qu'on retrouve ici. Moi, je prends que les appareils qui sont activés, mais je peux également insérer d'autres appareils. Par exemple, je vais prendre celui-ci qui est le X-Touch comme ça. Et après, j'ai dit créer le projet depuis l'appareil. Donc, je fais ça et maintenant, on arrive immédiatement dans le projet. On peut voir que l'onglet vient d'arriver également. Et on retrouve tous les composants. Un point qui est important ici pour le DSP, donc la première fois quand on va sélectionner, on voit que les cartes sont automatiquement reconnues. Donc vu que là c'est un FR1, j'ai jusque 16 slots disponibles. Donc là on peut voir que c'est dans le slot 9 qu'on a des sorties analogiques, slot 10 entrées analogiques et slot 12 on a des GPIO. On n'a pas de carte USB parce que j'utilise la carte USB qui est sur la table ici. Après, quelque chose qui est important, on utilise vraiment le réseau Dante et par défaut, il va uniquement afficher un seul canal Dante. Ici, c'est déjà renommé TCC2 parce que je l'ai fait manuellement. Mais si on veut faire ou si on veut afficher plusieurs canaux Dante, il faut aller sur la droite où on retrouve tout ce qui est propriété. Donc, au moment qu'on clique sur le canevas, on voit la propriété du canevas. Après, on a immédiatement les différents composants que je peux cliquer et paramétrer manuellement. Donc ici, on a à notre droite les différentes cartes qui sont détectées, la carte optionnelle de Dante qui est aussi reconnue et on peut afficher par exemple jusque 64 canaux Dante. Mais donc pour éviter que l'objet devienne trop grand à chaque fois, même si on n'utilise que 10 canaux ou 20 canaux, on peut le réduire ici à la droite. Mais donc ça peut être quelque chose qu'au moment, par exemple, quand vous allez connecter un QR1 la première fois, vous allez dire, bon, il y a juste un seul canal Dante, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est parce que là, à la droite, il faut configurer le nombre de canaux. Après, sur cette page-là, à notre gauche, on trouve la bibliothèque des composants. Donc, au milieu, c'est le design qu'on va faire. Et après, on a les propriétés à chaque fois de l'objet qui est sélectionné. Donc, on peut préparer des designs à l'avance. Donc, même parce que maintenant, j'ai sélectionné les différentes périphériques qui étaient disponibles pour lancer le design, mais on peut aussi le préparer quand les appareils ne sont pas encore détectés. Donc, si on va faire ça, par exemple, je peux prendre un QR1 et au moment que je fais le drag and drop, il va demander, bon, vous devez déjà sélectionner les différentes cartes qui seront disponibles physiquement après dans le design. Donc là, je peux dire, bon, j'ai une carte analogique entrée-sortie, je vais avoir ma carte USB qui vient toujours ensemble, hop, et on va dire que là, la carte Dante, elle est automatiquement reconnue dans le QR1 parce que c'est 4 entrées, 4 sorties. Et je clique sur OK. Maintenant, il s'affiche immédiatement et je peux commencer à faire mon design. Et si plus tard, après le QR1 arrive, j'ai tout simplement à cliquer sur la droite et dire mapper l'appareil physique. Donc là, il reconnaît que j'avais déjà des QR1 dans mon design avant.
il marque bien que c'est off et que la carte ou la configuration des cartes ne correspondait pas au boîtier physique qui était installé avant. Donc, le système va vraiment vous guider aussi au moment que vous allez faire une erreur avec la configuration des cartes et vous pouvez modifier ça manuellement. Donc, après, c'est toujours mapper l'appareil physique une fois que le design il est fait. Là, c'est la même chose pour tous les autres briques. Par exemple, non, ça, je vais parler après de cette partie-là. Un autre point qui est important et qui est assez unique pour Zilliqa, c'est le fait que ici, on voit le vu de tout le design audio, en fait. Toutes les connectiques qui sont disponibles par exemple, on peut faire notre premier concept. C'est comme un synoptique audio, finalement, qu'on va créer. Et donc, le système permet vraiment d'être utilisé comme un outil pour faire vos synoptiques en audio, même en général. Et donc, pourquoi cette idée? Donc, ici à droite, on peut commencer à donner des informations sur le document. Par exemple, on va faire design démo. Je mets la date, on est le 25/04/2023. Et je peux également ajouter des détails. Donc, c'est, on va dire, Televic, l'adresse, etc., l'auteur qui a fait le design, et ajouter même des remarques. Donc là, on peut voir que là, à droite, on va avoir immédiatement les bonnes informations qui seront affichées également. Et donc, on peut commencer à construire le design. Donc, par exemple, dans un premier temps, je veux connecter l'audio de la carte. On va prendre la carte Bluetooth, par exemple. Et je veux tout simplement utiliser la salle pour de musique. Donc, je vais prendre la carte audio ici. J'ai mes deux canaux d'ondes qui seront reconnus et je vais les mettre quelque part ici, dans mon design. Après, je vais connecter les haut-parleurs. On va prendre les 4 et les 5 et connecter sur mon Sonia Amp. Donc, le Sonia Amp, c'est reconnu comme un appareil avec 4 entrées d'ondes. Et donc, comme ça, je peux tout simplement relier le Sonia Amp sur mon design. Et donc, ce qu'on fait ici, c'est vraiment le pilotage de mon système d'ondes. Si plus tard, par exemple, on a des appareils qui sont génériques et qui ne sont pas affichés ici, on peut déjà retrouver pas mal d'appareils dans notre liste, ici à gauche, parce que Zilliqa a déjà configuré ou préconfiguré certains modules. Hop, je vais tous les fermer. Comme ça, vous avez la liste complète des fabricants qui sont affichés également. Ce n'est pas une liste exhaustive, ce n'est pas non plus le but de la part de Zilliqa de faire une liste exhaustive avec tous les appareils qui existent au monde, mais ça montre bien que le DSP peut piloter bien plus que uniquement ses propres appareils. Donc, par exemple, j'avais déjà dit que le TCC2 qui est activé ici dans la salle, il est automatiquement reconnu. Et là, en effet, on peut voir que c'est reconnu comme un appareil d'ondes. Donc, je peux connecter, je fais CTRL-clic et connecter les lignes sur le DSP. Donc là, maintenant, c'est reconnu comme un appareil. Il dit dans tes Enabled Device, il a détecté qu'il y a deux connectiques audio. Et parce que voilà, c'est tout simplement un appareil d'ondes. Si par exemple, comme je l'avais fait avant, je peux insérer un système de Televic configuré sans fil par exemple, ou pourquoi pas plus tard un système Unite, on peut insérer un bloc générique dans mon design. Je peux changer même le nom du fabricant, dire que là, ce serait Televic, ce n'est pas un Dante device, mais c'est le Confidia G4. Moi, je sais très bien que le Confidia G4, il permet d'avoir 8 entrées Dante et 8 sorties Dante. Hop, c'est trop vite. Et il y a également une entrée analogique et une sortie analogique sur cet appareil. Et donc là, maintenant, je peux voir que j'ai un appareil standard qui est reconnu. Je change le label de mon design.
ça va être par exemple salle de conseil. Hop. Et on peut voir automatiquement que ça s'affiche comme ça. Maintenant, ce n'est pas uniquement le design de l'appareil, mais je peux commencer à connecter sur d'autres appareils. Par exemple, j'ai mon TCC2. Non, je vais connecter ça sur l'entrée ici, l'entrée analogique. Donc là, je veux configurer ça. Bien sûr, là, ce n'est pas du DAN, c'est du virtuel, donc il faut vraiment manuellement faire ce câble. Mais on va pouvoir voir sur notre design et sur notre synoptique comment tout est connecté. Et donc, tous les designs, même avant, en avant-projet, on peut utiliser le Zilliqa Designer pour déjà préparer le synoptique pour le client ou pour le programmeur ou pour les gens qui vont faire l'installation ou le commissioning de la salle. Donc ici, je vais bouger un peu, on peut voir qu'automatiquement les câbles suivent. Et hop, je peux aussi utiliser les flèches pour modifier. Quelques astuces, juste tout simplement pour le câblage. Donc ici, je peux prendre un petit coin comme ça pour bouger des câbles et je peux également cliquer au milieu pour rajouter encore des sections pour avoir, hop, là, vous pouvez voir que ça commence à bouger. Donc, je peux ajouter des différentes sections à mon système. Maintenant, une fois qu'on a préparé tout ce qui est câble, etc., on peut même commencer à renommer les labels. Donc là, on peut dire que c'est audio. Finalement, ça peut être audio, donc ça va être sortie conf. Et sur la destination, qui est donc label destination qui est ici, on va dire que c'est conférence. Voilà. Donc, on peut voir qu'automatiquement, tous les labels seront renommés dans mon système. Une fois qu'on a fait donc tout ce design, je peux même récupérer les différents schémas. Donc, je peux exporter le schéma design. Bien sûr, avant que je fasse tout ça, je dois sauvegarder mon design. Donc, on va dire que c'est le démo 1. Et je peux choisir, je peux me le sortir en JPEG ou en AutoCAD. Donc là, je peux choisir le format AutoCAD, enregistrer tout sous les mêmes dossiers ou un seul fichier .dxf. Et ça peut être récupéré avec AutoCAD, etc. Je peux vous montrer un exemple. Je vais exporter mon design, le design actuel qui est utilisé ici dans la salle. Je fais donc ici, et j'ai fait le petit export projet. Et donc là, on peut voir, par exemple, le document que j'aurais créé. On a immédiatement la version JPEG ou AutoCAD qui est disponible. Autre point qu'on peut exporter, on peut également exporter la liste des appareils utilisés. Donc là, je peux récupérer une liste avec tous les différents appareils qui sont dans mon design. Et on peut même l'envoyer au service d'achat pour dire, écoute, on a ce document, on peut l'intégrer dans des appels d'offres. Voilà. C'est vraiment un système qui permet de tout préparer, avoir même des labels pour le nombre de câbles utilisés, etc. Et exporter cette liste immédiatement vers Microsoft Excel. Voilà. Donc, je pense que ça montre bien que le Zilliqa, c'est un DSP qui est depuis longtemps sur le marché et c'est vraiment bien abouti avec plein de fonctionnalités supplémentaires qui permettent de facilement préparer des dossiers et des designs. Aussi, un avantage de tout ça, c'est qu'au moment qu'on va charger le design dans l'appareil, on va retrouver toute cette information finalement dans le DSP. Donc, si plus tard, il y a quelqu'un, une autre personne qui arrive sur site et qui n'a pas accès aux fichiers qui étaient préparés donc, quelque part dans le répertoire de la société, on peut récupérer toutes ces informations immédiatement parce que c'est enregistré dans la machine même. Donc, si là, je ferme de nouveau le projet, je peux aller ici faire un clic droit et aller dans la configuration non,
je peux dire ici, exporter le design de l'appareil et ça va créer un fichier relié avec toute cette information-là. En plus, si je vais dans la configuration de l'appareil, je peux récupérer complètement le backup qui a le synoptique complète. Donc là, je clique sur Download Project Backup File et on peut voir que les fichiers sont toujours sauvegardés sous un nom PGXML, PGXML plutôt. Et donc, au moment qu'on va prendre un backup, on récupère immédiatement aussi ce fichier et on peut le configurer à l'éditer manuellement de nouveau. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire même actuellement. Comme ça, on va voir immédiatement comment le projet a été sauvegardé. Donc ici, je vais le renommer projet Zilliqa SDR Backup. Et comme ça, je sauvegarde dans mon dossier. Maintenant, je récupère immédiatement tout ce fichier. Je vais ouvrir le projet que je viens de télécharger. Hop. Et maintenant, on pouvait voir que c'est exactement ce même fichier que j'avais montré tout à l'heure avec les différentes composants. On peut voir également ici que sur mon design, je n'ai pas uniquement connecté les différentes lignes, mais j'ai aussi ajouté un peu des icônes, des rectangles, etc. pour avoir quelque chose qui est un peu plus clair. On peut même commencer à choisir la couleur de différents câbles. Donc, on peut dire ainsi, ah, mais ce câble-là, ça doit être un câble spécifique. Je le mets en bleu pour avoir plus d'alertes. Par exemple, si on a des boutons comme des interrupteurs ou des signaux qui sont connectés sur la carte GPIO, on peut l'ajouter également. Donc ça sera un User Defined Device. On va dire que là, ça sort quelque chose en contrôle, hop, et ou non, plutôt en sortie, et ça doit être du logique. Et là, on pourra connecter la logique là-dessus. On peut dire que ça, c'est un interrupteur. Et donc, je vais dire, voilà, c'est pas de fabricant, c'est un interrupteur. Voilà. Et même changer les couleurs si on veut que ça ressort plus facilement dans mon design. Comme ça, on peut voir et ajouter des labels manuellement. Donc, ça, c'était un petit overview déjà de tout ce qui est possible pour faire notre propre design. Maintenant, je vais aller sur notre version démo. Et je vais vous montrer comment faire un premier design maintenant avec ce module Bluetooth. Donc là, c'est vraiment simple pour faire ça. Donc, je clique, je vois qu'ici, le petit câble, je veux avoir quelque chose qui est un peu plus propre. Je peux bouger avec les flèches, drag and drop, etc. Donc maintenant, j'ai connecté la sortie de mon Bluetooth. Je l'ai connecté sur un des canaux danse dans mon DSP. Et après, à la sortie, j'ai reconnecté les 4 et 5 sorties vers le Sonia Amp. Pour avoir quelque chose de plus simple, des fois, je peux dire ici, je vais modifier le nom de ce connectique. Et dire là, le label, c'est AMP 1. Et là, on va changer aussi AMP 2. Ça va vous aider plus tard aussi, au moment qu'on entre dans le design. Donc là, maintenant, pour entrer dans le design de DSP immédiatement, je fais tout simplement un double clic et on peut arriver dans la machine même. Donc, quelque chose qu'on peut constater au tout début, on va faire un peu de ménage. Donc, le canevas peut être beaucoup plus grand. On a des boutons de zoom, etc. ici. On peut bouger un peu tous les éléments. Donc là, je vais mettre le dente au-dessus parce que je veux utiliser ça principalement. Après, entre le audio input et audio output, c'est là où on est vraiment dans le DSP même. Donc c'est là où le traitement audio va se passer. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on ne retrouve pas dans les autres designs. Le fait qu'on doit connecter encore les cartes vers les audio input. Mais c'est parce que la machine a cette modularité et donc on ne peut pas prévoir comment c'est connecté à l'avance. Donc là, il faut en effet dire que, par exemple, sur l'entrée 7 ou 8, on va connecter ça vers le 7 et 8 ici. Donc on peut faire quelque chose de plutôt simple. Après, ce qu'on peut constater également, donc ça, je vais descendre de nouveau. Je mets
ça un peu en bas. Non, la carte Dante, je monte dessus. Je vais juste faire au tout début un peu de ménage de notre design. Le audio input, GPIO, etc., on n'est pas limité. Donc là, de nouveau, à la droite, on trouve les properties, ou les propriétés, en fait, de chaque objet. Et donc là, je peux choisir combien de canaux je veux afficher. Si finalement, j'en ai besoin de 14, ben, on limite un peu la taille du design. Si je dis, bon, finalement, je veux quand même les 24 canaux, hop, comme ça, on peut le faire grandir et pas se limiter. La limite, elle est à 128, ce qui est vraiment énorme. Après, donc toujours à notre droite, on trouve de nouveau les différentes cartes, le nombre de canaux Dante qui sont affichés, etc. Juste une petite remarque sur tout ce qui est option ou l'échantillonnage. Donc, par défaut, c'est en 48 kHz. Le système peut fonctionner aussi en 96 kHz. Attention, au moment qu'on fait ça, la carte Dante va se modifier automatiquement et donc, au lieu d'avoir 64 canaux, ça sera que 32 canaux. Ça, c'est vraiment lié à l'architecture de Dante, donc là, on ne peut pas le modifier. Par défaut, on le laisse même à 48 kHz. Mais pour des applications studio, c'est nécessaire de modifier. On peut voir aussi que j'avais modifié les labels et là, on a AMP1, AMP2 comme je l'avais mis. On peut même ici, si je retourne là-dessus, on peut même dire que, par exemple, si je modifie ici Dante 6 et 7, je peux de nouveau aussi dire que ça, c'est le Bluetooth 1. Le Bluetooth 2. Et si je me souviens bien, normalement, on peut même faire propager les différents labels dans le design. Ça, je vais vous montrer après. Quand on fait donc ici, maintenant, on peut voir que finalement, je me suis trompé. C'était bien sur le 6 et le 7 quand on avait mis de l'entrée-sortie dedans de Bluetooth. Donc, maintenant, pour faire le premier design, on peut faire ça très simple, juste connecter l'entrée vers la sortie, ça va renvoyer sur le Dante et après, on va connecter ça vers les haut-parleurs. Donc là, je prends ça, on le met quelque part sur le 4 et 5. Le 4 et 5, il est ici, on continue et on le met là-bas. Donc là, maintenant, on a tout simplement connecté les entrées avec les sorties. Pour la gestion audio, donc sur le audio input, je peux faire un double clic. Et donc là, on va entrer de nouveau dans les paramètres de l'objet. Donc c'est toujours le même système. On a un objet, on double-clique, on entre dans les paramètres. Et là, dans DSP, bien sûr, les objets sont de nouveau des contrôles. Donc ici, on peut voir maintenant tous nos audio inputs. On peut voir les viewmètres. On a le digital trim, donc c'est comme le trim sur un table de mixage, le mute et le fait pour invertir, le invert. Après, ici, on a les lignes. Après, à la sortie, on a de nouveau le gain qu'on peut modifier. Bien sûr, normalement, on préfère de modifier les gains dans notre schéma et que là, on reste toujours full scale. Donc, on ne va pas vraiment modifier ça en live. Tout est envoyé sur ma carte Dante à la sortie ici. Et si je retourne ici maintenant, on sait que le AMP 1 et 2, il est bien envoyé sur mes haut-parleurs qui sont dans la salle. Maintenant, on peut faire notre premier design. Je vais charger le design dans l'appareil, donc ça va être quelque chose de très simple. Mais ça permet de vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc là, je dis maintenant, allez, on va aller en live. Automatiquement, il va détecter les différents périphériques s'ils sont bien connectés. Donc, le config G4, il dit, bon, je ne connais pas, c'est not map, c'est off. J'avais ajouté encore un autre Xtouch, il est off également. Et donc, automatiquement, maintenant, il va également faire les cross points dans mon Dante controller. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment pratique. Vu qu'on commence déjà à préparer tout notre design en amont avec des autres marques qui ne sont pas liées à Zilliqa, on peut attribuer les adresses MAC de chaque appareil, donc si c'est de Zilliqa ou une autre marque, peu importe. S'il reconnaît l'adresse MAC et il dit voilà, c'est un appareil Dante que je peux contrôler,
il va mettre des cross points comme on a fait nos lignes ici, nos connexions dans notre design. Donc maintenant, je vais cliquer sur OK. Il va faire une petite configuration, voilà, préparé pour aller online. Et là, on est maintenant en mode live. Donc si je vais maintenant dans mon vue dense, on peut voir qu'il a en effet mis les cross points en pli 1 avec donc les sorties de mon Solaro, il est connecté sur la salle SDR. Le GEO USB, il est connecté comme ça au-dessus, sur mon design. Donc là, on se retrouve immédiatement avec le même design. J'ai donc le TCC2, le Bluetooth, tout connecté. Et tout le reste était effacé parce que j'avais fait avant un design avec plein de choses. Il a effacé et il a remis ça. Ça peut aussi être contraignant pour certains cas si on veut vraiment éviter que le système fait ça. Il y avait, au moment qu'on passe en mode online, on peut dire non, je ne veux pas que Solaro va contrôler mon réseau lente. Et là, il faut le faire manuellement. Ici à droite, on peut aussi voir les différents paramètres. Donc, au moment où je fais un lien, je peux voir comment les différents périphériques sont connectés. Donc, je peux les sélectionner, et etc. On voit comment les appareils sont interconnectés. Donc là, par exemple, USB table, il est connecté à rien, et donc on ne voit pas de flèche verte ici à droite. Je peux même aussi changer la priorité et afficher ça différemment sur mon design comme je le souhaite. Donc, ça peut vraiment être considéré comme un outil dans le système. Maintenant, je vais dans mon vue projet et pour vous montrer un peu les possibilités de l'appareil, je peux aller ici dans le Bluetooth. Maintenant, il affiche un peu un état bizarre parce que rien n'est connecté. Si maintenant je prends mon téléphone et mon téléphone était déjà reconnu à cet appareil, donc je le retrouve, j'ai renommé l'appareil et ça s'affiche Bluetooth South Réunion Wabrechi, donc on est bien ici. J'appuie sur le bouton pour apparaître et on peut voir automatiquement que le nom s'affiche. C'est en effet mon téléphone S de classe et je vois même l'adresse MAC. Donc là, on peut voir qu'on est vraiment en mode online. Si maintenant je vais dans le design, on va retrouver ici tous les différents clics. Je vais juste, pour éviter que le son sorte immédiatement beaucoup trop fort, limiter un peu le... Hop, excusez-moi, je vais faire ça simplement. Donc, le output 4 et 5, je vais limiter un peu pour éviter que... ici. J'ai coupé la sortie. Toi, tu dois rien couper, ça va Okay. faire ici. Donc, je me connecte. J'ai pas vraiment préparé le type de musique, donc ça, on va voir ce que ça donne. Mais donc, on peut voir que immédiatement, ça s'affiche déjà sur les viewmètres, et donc on peut voir qu'on est vraiment en live. Voilà, je coupe. Et donc, de nouveau aussi, les niveaux, on peut les régler aussi à l'entrée, commencer à couper, etc. Donc là, tout simplement, un premier design qui peut être utilisé. Maintenant, on peut aller un peu plus en détail. Peut-être juste une première remarque. Si on veut modifier les paramètres des appareils spécifiques, ça se fait dans le vue réseau. Donc là, par exemple, pour le module Bluetooth, je peux faire un clic droit, aller dans Configuration appareil. Et là, on peut changer le nom de l'appareil. On peut voir aussi l'état de son réseau. Donc ici, on est en mode DHCP. Comme ça, on peut accéder partout. On voit la carte optionnelle. Ici, c'est Bluetooth Configuration. Donc c'est là où je peux modifier le nom qui s'affiche. Je peux aussi ajouter des codes PIN, le fait que l'appareil va se reconnecter automatiquement ou pas. Tout ça, ça peut être configuré. De nouveau, configuration de la carte tente, etc. Même chose pour les cartes USB, le nom, comment l'appareil doit s'afficher. Et c'est vraiment comme ça que ça va s'afficher sur le PC. Donc, on touche vraiment à l'appareil immédiatement. Ok, donc maintenant, je réfléchis un peu sur le prochain sujet. J'avais marqué juste 3 mots, donc là, on a déjà vu ça. Peut-être configurer un peu
parce que là maintenant, j'ai modifié le volume manuellement ici, mais dans une situation, une vraie situation, ça serait quand même plus confortable d'avoir ou bien une interface tactile pour pouvoir gérer le volume avec un écran ou une application. Donc, on va parler de Xtouch. Donc, Xtouch ou Lucia, c'est les deux types d'interfaces qui existent et qui sont créées par Celica pour en fait des interfaces utilisateurs. Donc, Lucia, c'est un appareil physique. Je peux vous montrer ici. Voilà. Donc, ça, c'est le Xtouch. Et là, on peut tourner. Oui, il y a un peu de réflexion. Donc là, je tourne la molette. Ça, c'est le Lucia, excusez-moi, en effet. Là, il n'y a rien qui est configuré parce que je viens de. Ça, c'est toute la config. Et ici, on retrouve le Xtouch. Là aussi, pour l'instant, l'écran est complètement vide parce que j'avais effacé toute la configuration. Donc, on peut commencer à lire. Voilà, je vais faire mon premier design. Hop, c'est le 8+9, je sais pas. Et donc, tout simplement, on veut contrôler le volume à l'entrée du Bluetooth pour gérer les volumes dans la salle. Donc ici, j'ouvre de nouveau mon petit design. Hop, je mets en plein écran. Zoomer, ça se fait toujours avec contrôle. Sélectionner quelque chose, ça se fait aussi comme ça. Et sélectionner un objet, ça se fait avec contrôle. Ça, je vais aussi encore revenir là-dessus plus tard. Mais donc, par exemple, on peut dire qu'on veut gérer les volumes ici à l'entrée. C'était bien le 6 et le 7 que je veux gérer. Et donc ça, je veux piloter avec mon interface Xtouch. Pour faire ça, on va prendre le Xtouch qui est ici dans la salle de réunion. Il est déjà relié avec son adresse MAC, donc il a reconnu, c'est le Xtouch 80 salle de réunion. Il a marqué en disponible. Je fais un double clic et là, j'entre dans l'interface. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont possibles avec le Xtouch. On peut vraiment faire des interfaces complètement sur mesure avec des icônes, avec des photos, etc. Oui, Becky. Ah oui, excuse-moi, pardon. Sélectionner. C'est vrai. Merci. Donc ici sur Xtouch, donc j'ai fait un double clic pour ouvrir l'interface. Maintenant, la première chose qu'il faut faire, et ça je vous conseille, parce que moi aussi j'ai déjà eu le problème, on commence à faire tout le design, on pousse le design et après on se rend compte que la dimension n'était pas la bonne. Donc il faut commencer à tout redimensionner. Donc je vous conseille au moment que vous allez ouvrir Xtouch, de tout d'abord sélectionner, c'est un Xtouch 80. Et on peut sélectionner. On voit aussi que le Xtouch, finalement, il peut avoir plein de résolutions. Pourquoi on a besoin de ça? Vu que c'est un appareil physique, c'est parce que le Xtouch, c'est aussi une application. Et donc, ça peut être une application qui est disponible et qui est gratuite sur le App Store, sur le Play Store, sur Google ou iPhone, iOS. Et donc ici, bon, je ne peux pas vraiment le montrer parce que voilà, c'est tout simplement à télécharger, mais c'est une application qui est... ouais, bah c'est juste une petite application qui est disponible sur l'interface. Je peux le lancer et après, il va demander de se connecter. Pour être connecté ici, bien sûr, le réseau sans fil doit être bien configuré. Et pour juste vous montrer comment ça fonctionne, si vous souhaitez faire des configurations, je vais dans la vue réseau. Et maintenant, automatiquement, mon Xtouch. En bas à droite. Ou en bas à gauche. Voilà, ça c'est le Xtouch 80 et c'est ici. Xtouch 1 qui est reconnu. Donc c'est mon téléphone qui est reconnu. Donc au moment que je ferme l'application, on va voir que là, il va être en offline. Voilà, off. Au moment que je réactive l'application, tac, je suis de nouveau ici en on. Donc on peut voir que c'est vraiment l'appareil qui va réagir en live pour être reconnu dans l'écosystème de Celica.
Sur le vue projet, donc maintenant, je vais faire la configuration basique pour le Xtouch 80, l'écran physique. Non, juste une petite remarque aussi. Il y a également une application Xtouch qui existe pour PC. Donc, je peux l'ouvrir également. Et ici, ça c'est encore le design que j'avais préparé avant. Ça existe, il y a une application sur PC également. Elle n'est pas encore téléchargeable sur le site web, mais ça va arriver bientôt. Voilà, je ferme cette application. Dans le Xtouch, du coup, ça a juste mis la caméra. Ah oui, ça c'est en effet parce que j'avais fait des presets avant avec mon... Non, c'est le 7. Oui, ok. Ça va, enfin. Donc, le F1, voilà, on va aller là-dedans. Donc maintenant, j'ouvre de nouveau mon Xtouch. J'ai bien sélectionné la bonne résolution, donc tout va bien. Ici à gauche, je clique et je peux voir tous les contrôles qui sont disponibles. Donc là, on a les différents boutons. On peut avoir des boutons, des sliders, des meters, etc. Mais le plus simple, finalement, c'est de prendre déjà les composants qui sont disponibles dans l'interface. Donc là, je vais dans mon design. Je prends mon audio input, c'est bien le 6 et le 7. Et si, par exemple, je veux voir le VU-mètre plus le slider de ces deux briques, on peut dire, je prends ça, tout simplement à faire drag and drop, et je les glisse sur l'interface de Xtouch. Donc là, maintenant, de nouveau, je sélectionne le composant ou le composant. À droite, on a toutes les propriétés. Moi, par exemple, je préfère que c'est en horizontal peak meter. Je veux l'avoir là. Là aussi, horizontal peak meter. Hop, on va faire ça comme ça. Et là, on peut voir qu'on va commencer à faire les premiers petits designs sympas. Hop, comme ça. Donc là, voilà. J'ai mon design. Après, j'ai là du VU-mètre. Donc là, de nouveau, horizontal custom slider, par exemple. Hop. On commence à mettre tout ça là-dedans. Donc on peut voir, bon, ça prend un peu de temps, bien sûr. Mais on peut voir qu'assez rapidement, on peut faire notre propre design de tout ça. Là, je vais juste faire ça pour avoir quelque chose de plus complète. Hop, je prends la même taille. Tac. Voilà. Et même après, en termes de couleur, ce que j'ai constaté, je vais préparer un petit background déjà avec le logo Televic. Je mets ça là-dessus. Maintenant, c'est bien moche avec le couleur. Par exemple, là, je préfère de mettre ça en noir. Là, également, on prend couleur de l'objet, on met ça en noir. Voilà. Ici, même chose, ou peut-être transparent. Et tout ça, on peut aussi dire, par exemple, ici, au lieu d'avoir des sliders, parce que des fois sur un écran tactile, c'est pas toujours le plus réactif, on peut dire aussi, voilà, je vais faire un up-down dial, tout simplement avec un bouton à gauche, un bouton à droite. Donc là, on peut voir que l'interface permet vraiment de faire plein de choses. Si on fait ça, il faut dire que le pas ne sera pas avec 0,1, sinon tu restes toute la journée à augmenter le volume. On peut dire, on prend par exemple des pas de 3 dB, comme ça va aller plus vite. Et je pense même qu'on peut désactiver l'entrée de texte. On va dire que la couleur, on le met en blanc, au milieu, la police. Et donc là, on va voir la valeur immédiatement. Donc ça, c'était maintenant, voilà, on peut voir en quelques minutes notre premier design. Là, je ferme et tout simplement charger dans l'appareil. Hop. Et on va voir que c'est immédiat, parce que c'est déjà disponible sur mon écran. De nouveau, je me connecte avec mon téléphone pour mettre un peu d'audio, pour voir ce que ça donne dans la salle. Un instant. Oui, je peux le montrer aussi, mais c'est la même chose. En fait, si je vais le montrer après, donc vous voyez encore mon écran. Maintenant, je suis connecté
je vais faire ça, hop. Ça c'est un peu fort peut-être, c'est pas grave. Donc là on peut voir immédiatement et je peux interagir ici avec mon écran et commencer à diminuer le volume immédiatement. Hop, là, j'appuie sur 9, 17, 9 plutôt, voilà. Et là, je peux interagir de deux manières avec le volume de la solution. Donc, tout simplement, pour vous montrer que finalement, créer des designs plus avancés, donc de créer des designs plus avancés, ça va vraiment assez vite. Donc, comme je disais, pour le téléphone, c'est exactement la même chose. Donc, si on veut faire ça avec notre téléphone, hop, je veux dire, je reviens maintenant au mode design. Donc, on sort du mode live. Bien sûr, le design, il reste maintenant actif dans le système. Si, hop, je ne sais pas en fait si j'avais mis, il doit être ici. Donc, le X-Touch, ça c'était bien le X-Touch, l'application. Donc là, je vais dire l'appareil physique, c'était X-Touch-1 qui est l'app. Au moment que je lance l'application sur mon téléphone et je mets le design, ça sera disponible ici. Donc, je peux même vous le montrer. Là, on va faire un petit copier-coller. Je prends uniquement ça. Hop. Allez, c'est copier manuellement. Cliquer. Tac. Là, sur un téléphone, on sera plus vers une résolution 50 en portrait. Donc, peut-être que mon composant que j'ai écrit ici est beaucoup trop grand. Hop. Voilà. Et au moment maintenant que je mets l'application sur mon téléphone en ligne, j'ai le cas, je veux dire charger dans l'appareil. Là, on peut voir qu'il a bien détecté cette application et c'est déjà fait. Donc là, c'est instantané sur mon téléphone que j'ai maintenant cette interface et je peux appuyer pour régler les volumes. On peut voir que là aussi, c'est en live sur mon écran. Donc, ouais, bah, heureusement que toi, tu es là, Vicky, pour animer cette petite formation. Voilà, maintenant on va aller un peu plus vite. Donc je vous ai montré le design qu'on peut faire avec tout ça. Maintenant pour les choses un peu plus avancées, je propose qu'on va faire un design, non, juste avant encore, les briques un peu standards qui sont dispo dans le DSP. Donc là, on a tout simplement connecté l'entrée avec la sortie. Mais il y a bien sûr beaucoup plus de briques qui sont disponibles. Donc, tout ce qui est traitement des signaux, le gain, aussi les vues-mètres, les délais qu'on peut rajouter. Il y a plusieurs types d'égalisation qui sont disponibles, paramétriques, etc. Juste de nouveau, comme j'avais expliqué avant, on peut cliquer ici, on voit le composant et donc là, il s'affiche comme ça. Je fais un double clic. Par contre, à ma droite, j'ai de nouveau des paramètres supplémentaires. Si on veut que c'est un paramétrique avec deux entrées, on peut le faire comme ça. Ça reste même vue. Et après, je peux même choisir d'avoir plus de bandes de fréquence. On peut dire, voilà, je veux un paramétrique EQ avec 4 bandes. Et là, on peut éditer immédiatement. De nouveau, comme toujours, ça c'est disponible via les écrans, via les composants tactiles, etc. On peut régler tout ça. Il y a cette partie-là. Après, tout ce qui est filtre pour traitement de l'audio. Il y a aussi un Sonia Voice Match Loudspeaker Management. Ça, c'est une sorte de pré-égalisation qui a été faite pour les haut-parleurs de Zilliqa qui vont donc améliorer le son ou en fait compenser les défauts de l'haut-parleur. Il y a plein de choses pour tout ce qui est mixeur. Donc, il y a un matrix mixer, quelque chose que j'utilise régulièrement ici. C'est tout simplement pour, par exemple, sélectionner une source. Donc là, on peut appuyer de nouveau, je trouve ici mes deux outputs. Les inputs, je peux dire, bon, le 1 doit aller sur le 1, le 2 également, et là, je veux uniquement le 2 sur le 1, etc. De nouveau, tout ça, ça peut être paramétré en ligne, etc. Et même régler le niveau de gain. Donc, il y a à chaque fois aussi un traitement de gain qui est dispo. De nouveau, quelque chose qui est souvent, qui peut être pratique, c'est un monomixer. Si on a des sources comme entrée-sortie de Bluetooth, de stéréo, de USB, et on veut tout simplement faire un canal mono,
parce que ici dans ma salle, je ne veux pas avoir le côté stéréo finalement, c'est plus pour des visios, on va utiliser un monomixer. Et là, de nouveau, tu as un mute qui est dispo avec le niveau de gain, etc. Après, tout ce qui est processing de dynamics, bien sûr, le composant AEC, donc là, on arrive dans le côté visioconférence. Et donc, il y a deux modules que je vais expliquer après. Après, il y a encore tout ce qui est disponible pour le côté logique. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont disponibles pour traitement des signaux, inverser des signaux, etc. Également le côté contrôle, il y a par exemple des éléments qui sont plutôt sympas comme c'était audio to signal to control, non, c'était pas. Attends. Logic to control, c'est par exemple ici ou. Attends, je voulais trouver le mute button. Bon, je ne le trouve pas immédiatement. Ah, ici, Logic Control Mute, c'était ça par exemple. Donc là, on peut par exemple dire je veux avoir un mute, quelque chose qui se fait régulièrement dans le design. Par exemple, au moment qu'on a des systèmes d'alarme dans un bâtiment, on veut automatiquement couper tout ce qui est haut-parleur dans tout le bâtiment au moment qu'il y a un signal qui est envoyé avec les contacts secs dans le système. Donc là, par exemple, on va dire qu'ici, sur la carte GPIO, elle est reconnue comme 4 GPIO in. Je peux me connecter là-dessus, je peux dire, voilà, ça serait un premier contact sec qui est connecté sur le 1. Le signal, il est bien envoyé ici et on peut aussi voir que finalement, chaque type de signal a son propre icône. Donc, il y a des petits triangles, il y a des petites bulles comme ça, il y a des signaux comme ça, et donc, ce n'est pas compatible. On ne peut pas connecter une source audio sur une entrée logique. Le système va automatiquement bloquer ça. Par contre, ici, je vais faire ça, éviter tout ça. Si par exemple maintenant je veux couper ou pouvoir couper l'audio automatiquement, donc là je vais prendre, j'ai besoin de 2 entrées, donc également il met 2 sorties. Je prends le 6 et le 7, je le connecte là-dessus, là de nouveau, hop, et on va sur les 4 et 5. Et j'ai ici mon Logic Mute, je connecte ça là-dessus. Hop. Et maintenant, on peut voir où le système est déjà configuré pour couper au moment qu'on va fermer le contact sec, il va couper l'audio pour mes haut-parleurs. Donc là, une fonctionnalité qui est quand même régulièrement demandée dans des cas d'utilisation est assez simple à configurer. Et donc là, on peut avoir ça à la sortie en dernière brique pour aller vers mon audio output. Donc tu peux ajouter 24 canaux audio, tu es sûr qu'au moment que le contact se coupe, qu'il n'y a rien qui est envoyé vers les haut-parleurs, vers le site distant, vers tout ça. Voilà. Donc ça, c'est aussi un élément qui est plutôt intéressant. Un autre élément que je n'ai pas encore expliqué, qui est plus pour le design standard audio, et donc moi, pour tout ce qui est visioconférence, c'est la partie des presets. Donc là, tout simplement, on va prendre, je vais juste contrôler, j'ai mis le Dante ici, on va changer le label, donc là je mets CTCC2, hop, je vais dans mon design, là, tac, je vois ici TCC2, c'était bien là, hop, et maintenant je veux avoir une sélection entre l'audio qui vient de mon micro et l'audio de Bluetooth, pour une raison ou autre. Je prends Matrix Mixer. Je veux aussi faire la somme donc avec mon monomixer. Comme ça, j'ai juste tout simplement 2 signaux. Donc, je prends le 6 et le 7 ici. Je le sors ici. Mon Matrix, c'est 2 entrées et une sortie. J'ai mon TCC2 également. Tac. Là, ça, je connecte sur mes haut-parleurs. Et aussi, un point important, c'est que une sortie peut aller vers plusieurs entrées. Plusieurs entrées ne peuvent pas être mixées automatiquement sur une entrée. Donc, si tu veux mixer, il faut prendre un mixeur. Par contre, tu peux faire
faire du multiplex ou envoyer les signaux vers plusieurs sorties. Donc maintenant, j'ai ici cette partie-là. Et pour simplifier, imagine qu'il y a encore plus de sorties. Donc on a un design plutôt complexe avec plusieurs zones dans notre salle. On veut envoyer le son, on est en mode cafétéria, donc on veut envoyer le son de Bluetooth. Après, on peut être en mode visio, on veut avoir le son de la dalle TCC2. Donc tout simplement, on envoie le Bluetooth partout. Et maintenant, je veux sauvegarder ça comme un preset. On peut avoir des presets, parce qu'ici, on peut voir, il n'y a actuellement aucun preset défini. On peut avoir des presets qui sont ici, et je peux enregistrer les valeurs de ce module dans un preset. Clier, hop, je donne un nom, et là, ça peut être, par exemple, mode audio, allez, on va dire musique. Voilà. S'il y a plusieurs valeurs qu'on veut contrôler, parce qu'on peut dire que oui, pour le mode musique, je veux aussi diminuer le niveau ici, et donc avoir plusieurs choses. Au lieu de devoir enregistrer ça avec plusieurs presets, on va tout simplement aller dans le design de mon DSP entièrement et dire, je vais créer un nouveau preset et qui a musique avec le volume. Voilà, maintenant on a changé. Et donc, si on veut voir qu'est-ce que ça donne quand je sélectionne, on peut voir immédiatement, c'est envoyé en rouge. Et tout ce qui est envoyé en rouge, ça a été sauvegardé dans ce preset. Si je reprends celui-là, on va voir que c'était uniquement le Matrix Mixer qu'on avait modifié dans ce preset. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant et qui est très rapide et très facile et intuitif pour piloter. Donc là, on avait le vue musique. Je peux dire, donc je mets rien. Maintenant, ça doit être le vue TCC2. Donc là, dans la cafétéria, par exemple, sur le 3 et 4, on ne veut rien. On veut uniquement avoir l'audio dans la salle. Là, de nouveau, je vais sauvegarder, créer un nouveau preset, et là, c'est Visio. Tout ça, de nouveau, on peut avoir dans notre vue projet, on peut voir les presets qui sont là, qui sont disponibles. On peut voir les détails. Donc, tout ça, ça peut être paramétré avant. Et maintenant, un cas d'utilisation qui peut arriver aussi, c'est de pouvoir s'interfacer avec des composants. Déjà, oui, encore 10 minutes. Donc, avec des composants ou des interrupteurs, par exemple. Là, de nouveau, c'est vraiment simple. Au lieu de devoir faire des manipulations qui sont complexes, on va dire tout simplement, on prend le 1, on l'envoie sur le GPIO output, et il y a un action trigger qui est connecté. Le action trigger, qu'est-ce que ça fait? Ça va faire des triggers des presets. Donc là, je peux dire, je veux que ça, c'est le 1, et imagine que c'est un interrupteur switch on ou switch off. Donc on va dire que c'est un preset trigger. Et bien sûr, si ce n'est pas on, ça sera off. Donc on peut dire, écoute, je prends celui-là, je mets là-dessus. Maintenant, j'ai fait 2 fois la même chose, donc ça c'est dommage. Donc je vais invertir l'autre état. Donc comme ça, c'est toujours l'un ou l'autre qui sera rappelé. Et maintenant, je vais faire le preset 3, qui était donc le preset ici, Visio. Donc comme ça, maintenant, on a un preset 1 qui est musique, un preset 3 qui est Visio, qui est connecté sur la carte GPIO. Et là, finalement, c'est juste un interrupteur qu'on va modifier. Donc, on peut voir que assez facilement, on peut faire des choses en logique aussi avec le système. Dernière application que je vais vous montrer, normalement c'est aussi dans la présentation générale, mais l'interface permet d'être contrôlée rapidement ou facilement aussi avec des automates. Donc, par exemple, si je veux contrôler le mute de gain Bluetooth, par exemple, avec l'automate. Donc, il y a des modules pour Crestron et Extron qui existent. Et là, je vais sélectionner avec un contrôle-clic le blic. Et là, je vais dire créer un nom pour un objet de contrôle. Là, je vais dire que c'est le mute Bluetooth. Automatiquement, il sait que c'est un boolean. Il y a 2 valeurs, il y a 2 états. Hop, je clique OK. On voit le petit point rouge. Donc maintenant, je sais que c'est un composant qui peut être contrôlé par d'autres objets.
Là, on peut dire, je veux également contrôler, par exemple, le gain de l'input 2. Hop, on va dire visio gain. C'est sans espace, donc ça c'est logique. Là, j'ai ça de nouveau. Et de nouveau, dans la vue projet, je peux exporter pas uniquement les presets, mais tout ce qui a été prédéfini pour l'automate. Donc là, je peux même le exporter vers Excel. Tu peux encore ajouter des champs avec les valeurs maximum, les valeurs minimum, etc. Tu as une liste complète et le programmeur, il a tout disponible dans un fichier Excel pour le design, etc. Au moment qu'on envoie tout ça dans le DSP, de nouveau, on peut le reprendre comme backup. Donc tout ça, c'est possible aussi. Peut-être juste aussi, il y a des possibilités pour ajouter des mots de passe sur le projet. Donc si on veut le protéger, on peut avoir des mots de passe sur le DSP également. Voilà, donc là, c'était maintenant un peu l'utilisation standard. Maintenant, il nous reste une petite 10 minutes pour parler de l'application en mode visio. Je pense que finalement, beaucoup de tout ce qu'on a déjà vu maintenant, ça sera appliqué également. Donc, je vais parler vraiment en détail de tout ça. Je vais immédiatement prendre mon design que j'avais préparé minutieusement hier soir. Et c'est les mêmes composants qui sont disponibles. On a le SolarOki en milieu, j'ai l'USB de la table qui est connecté, j'ai l'USB de ma salle de réunion qui est connecté et j'ai le TCC2. Après, en termes de sortie, j'ai mon Sonia Amp et j'ai ajouté manuellement ici les enceintes C5. Vu que c'est des connectiques analogiques, il ne va pas les détecter, mais c'est pour avoir une image complète de mon schéma. Après, en bas, j'ai le Lucia, le Xtouch application et mon Xtouch qui est disponible là sur mon PC. On avait déjà touché un mot sur les différentes briques qui existent ici à gauche. Donc, on a les appareils à gauche, mais il y a également des possibilités pour piloter d'autres types de caméras. Là, je vais maintenant devoir chercher où mon Lumens ici. Par exemple, les caméras Lumens. C'est quelque chose qui va sortir bientôt parce qu'on avait demandé aussi à Zelica d'ajouter ce module. Je peux maintenant tout simplement contrôler des caméras avec le DSP parce que le DSP va vraiment plus loin que uniquement contrôle de l'audio, mais aussi tout ce qui est contrôle via IP. Donc là maintenant, je peux insérer une caméra. Je fais mapper l'appareil physique. Là, je dois dire que c'est l'adresse IP de la caméra. Il met automatiquement le port correct et l'adresse correcte pour accéder à l'appareil et on peut commencer à faire ce pilotage. Je ne vais pas le faire ici, on va immédiatement aller en détail sur le module TCC2. Donc là, il y a aussi une mise à jour qui sera disponible bientôt. Moi, je l'ai ici en bêta parce que les modules, en fait, le module de Sennheiser qui est disponible ici permet de configurer, gérer déjà la partie audio, gérer aussi l'état de l'appareil et aussi l'état de LED dans la machine, mais en plus permet de gérer aussi tout ce qui est caméra. Et donc là, ça c'est vraiment l'intégration, le partenariat que Zelica a fait avec Sennheiser, qu'on peut piloter ou que la TCC2 va communiquer les informations de l'angle ici qu'on peut avoir avec le DSP et c'est le DSP qui va faire le rappel des presets qui sont configurés ici. Donc, on retrouve ici la dimension de la table ou les différentes positions et on a le contrôle de DSP ou des presets qui est ici autour. Donc, pour faire cette partie configuration, déjà, il faut prendre le module ici. Donc, ça, ce n'est pas quelque chose qui est détecté automatiquement parce que là, si on va insérer la première fois, le TCC2 sera reconnu et sera inséré dans le design. Par contre, c'est reconnu uniquement comme un appareil Dante standard. Donc, il faut effacer ce module et dire non, c'est bien le module qui est ici. Au moment que je l'insère, je vais mapper l'appareil et là, c'est en effet l'appareil Dante. C'est reconnu automatiquement. Après,
j'ai des adresses IP. Ici, j'ai l'adresse IP de contrôle. On le retrouve via le contrôle cockpit de Sennheiser. Et là, on va le trouver immédiatement sur les appareils SCC2. Ici, le réseau, on retrouve l'appareil ou le paramètre Ethernet pour la partie contrôle, partie DALT. Et on peut l'utiliser ici. Et après, j'ai aussi ma caméra qui est insérée. C'est encore un module bêta. Donc là, par exemple, le camera type, ça sera modifié et on va pouvoir sélectionner. En fait, le type, c'est parce que il y a des caméras qui parlent de VISCA sur UDP et il y a des caméras qui parlent VISCA sur TCP. Lumens, Sony, Panasonic, Aver, c'est tous des caméras qui utilisent du VISCA sur UDP. Donc il faut mettre pour l'instant 2, mais après ça sera un drop-down qui sera disponible. Donc maintenant, en termes de design, ici, on a la carte Dante. J'ai mon TCC2 qui arrive. J'envoie l'audio dans mon AEC. Donc AEC, ici, il y a deux types d'AEC qui sont disponibles. C'est AEC 250 millisecondes ou AEC 100 millisecondes. Donc c'est ou bien des grandes salles très réverbérantes, ou bien c'est des salles plus compactes avec une acoustique plus correcte. Bien sûr, si c'est une grande salle mais qui a une acoustique phénoménale, on peut aussi prendre 100 millisecondes. On parle là vraiment du temps de buffering et donc finalement aussi de l'utilisation du processeur. Pour ça, on a la différence, c'est donc 16 canaux en 100 millisecondes ou 8 canaux en 250 millisecondes. Et si je prends ici, je peux glisser le bloc. C'est toujours par paire. Donc, on a toujours un et deux microphones. Donc, là aussi, il est toujours en deux avec une seule référence. Donc, si on a des zones différentes avec deux ou voire trois, par exemple, le dalle plafond, on peut utiliser, il faut adapter la référence vu que l'audio qui est pour la dalle 1 n'est par exemple pas la même que l'audio pour la dalle 2. Donc, si on a des grandes salles, il y en a plusieurs grandes salles, on est obligé d'utiliser donc les 250 millisecondes vu qu'on doit traiter l'audio. Et si on a par exemple plusieurs petites salles, on va prendre ça. Si c'est plusieurs petites salles, on peut donc glisser 8 blocs de 100 millisecondes. Donc, ça veut dire 8 salles avec 100 millisecondes. Parce que c'est 8 blocs qui ont 2 canaux à chaque fois. Donc, 16 canaux. Ça, c'est un peu la logique. Je vais effacer de nouveau cette partie-là. Donc, ce qu'on a fait ici dans l'AEC, j'ai laissé tous les paramètres. Donc, ici, ça, c'est les différents composants qui sont disponibles dans le AEC. Après, dans mon design ici, j'avais sorti immédiatement l'audio de ce canal dans deux sorties qui est envoyé dans l'USB de mon PC, qui est ici sur la table. L'audio de l'USB plus l'audio de Bluetooth est dans une Source Select, donc dans une Matrix Mixer. Et là, je l'envoie dans le Sonium Speaker Management. Bien sûr, l'audio qui est sorti, je veux l'envoyer comme référence dans mon AEC. Donc là, le design est plutôt simple, mais quand même, c'est assez efficace pour faire ce type de paramétrage. Donc après, j'avais immédiatement créé aussi plusieurs interfaces. Donc si ici, je veux par exemple faire le pilotage des caméras, j'ai pris la partie X-Touch. J'ai créé un petit design, j'ai changé la couleur des boutons, j'ai ajouté jusqu'à 8 presets et également dans le X-Touch, on peut gérer plusieurs pages. Donc là, pour une salle visio, par exemple, je veux que les gens ont une liberté quand même de chercher certains presets. En même temps, j'ai la page configuration pour au moment que quelqu'un dit, bon, le preset n'est pas encore bien configuré, ou il y a quelque chose qui a changé, ou la table a bougé, voilà, on ne sait pas. Pour éviter qu'on doit rentrer dans le design de l'appareil, on peut ajouter une page là. Bien sûr, si tout le monde commence à jouer avec, ça devient problématique. C'est pour ça qu'on a mis un mot de passe sur cette page-là.
Après, je peux avoir un source select. Là, je vais plutôt plus trop d'énergie pour faire quelque chose qui est joli. Donc, on a fait ça très simple. Et il y a la navigation des différentes pages. Donc, on peut faire ça ici à droite. Également, et donc, on n'avait pas défini les presets, mais au moment qu'on utilise les presets, ils sont tout simplement disponibles ici. Tu fais un drag and drop et tu as des boutons pour activer ou désactiver certains presets. Donc là, de nouveau, c'est super intuitif pour faire ça. Je charge mon design dans l'appareil. Hop. Et on va immédiatement rentrer en live. Donc maintenant, je peux malheureusement plus vous montrer. Est-ce que Becky, tu peux peut-être quand même utiliser la caméra? Parce que sinon, c'est dommage de... Alors, j'active. Oui, on peut faire comme ça. On coupe le micro et donc on est de nouveau un peu en mode, allez, on peut dire dégradé, mais ça va aller. Donc maintenant, là, j'appuie sur le bouton sur mon écran. On peut voir, voilà, c'est tactile, mais je le fais comme ça, tac. Et je suis en train de piloter immédiatement la caméra. Avec mon interface ici ou avec mon interface. Hop, non, c'était malheureusement c'est le 9. Hop, bah, je vais le faire comme ça. J'ai fait trop de trucs en même temps. Excuse-moi. Je suis sur de paramètres de la caméra. Ah, c'est ça. Excusez-moi, j'appuie toujours sur le menu OSD. Donc là, en effet, il ne prend pas mes infos. Donc là, on peut voir hop, sur mon écran immédiatement. Voilà. Quand on a l'interface qui est affichée, charger des presets. Là, j'entre dans la page pour modifier le preset. 3, 4. Non, tout le monde connaît l'interface. Voilà. Aussi la sélection de sources, activer, désactiver, donc tout ça c'est possible. Je n'ai pas encore vraiment montré l'interface Lucia. Donc là, de nouveau, j'ai fait. Je reprends la main sur le micro, parce que je ne sais pas si on t'entend. Oui, peut-être. Bah, je vais parler comme ça pour éviter les problèmes. Donc maintenant ici, par exemple, j'ai aussi le niveau de l'USB, le niveau de Bluetooth que je peux gérer et même on peut faire des choses un peu plus avancées. J'ai parlé déjà de MuteSync avant. Donc si maintenant, en fait, on refait. J'oublie à chaque fois si c'est. Ici. Oh, on va y aller. La prochaine fois, je vais renommer les presets classe qui scène comme ça. Ça, c'est le plus simple, en effet. Peut-être repartager là. Tac. Voilà, donc ça c'était la partie pour la gestion. Et maintenant, on a discuté également de quelque chose qui s'appelle le MuteSync. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est utilisé souvent dans les projets de visioconférence. Ici, on n'a pas encore parlé donc de Project Scheduler. Ça, c'est plus pour les presets et faire un vrai schedule donc, qui va automatiquement activer certains presets basés sur un calendrier. Et il y a Project Controller. Et là, on arrive dans des un peu plus avancés, mais aussi quand même très puissants. Pour expliquer comment ça fonctionne, donc, on veut contrôler certains paramètres qui sont cachés en fait derrière les interfaces. Donc, si par exemple, je veux modifier l'état de mute de la dalle, par exemple, là maintenant les LED sont vertes, mais je veux que c'est en rouge au moment que je mets mon Teams en mute, ça c'est quelque chose qu'on peut récupérer parce que finalement, j'ai ici mon USB table qui est connecté. Je fais un double-clic et je peux voir l'état de mute de cet appareil. Donc, cette information, donc l'état de mute, je peux l'utiliser comme un élément logique. On peut le voir ici, c'est la même chose, donc, parce que je l'avais déjà paramétré. Et après, qu'est-ce qu'on veut contrôler? On veut contrôler deux choses. On veut couper le micro et on veut changer l'état des LED du TCC2. Si je le garde ici, dans le TCC2, j'ai le menu avec le nombre de l'état de LED.
Et au moment que je suis en ligne, ça s'affiche comme une liste avec jusque 8 différentes couleurs qu'on peut afficher. Le vert, c'est le 4, je crois, et le rouge, c'est le 2. Dans cette liste, on peut le contrôler après, mais bon, il manque un peu de temps. Et donc, cette info-là, je veux également, parce que c'est ça qu'on va piloter, et je le glisse de nouveau dans mon Project Controller. Donc là, hop, je vais le refaire manuellement. USB table, c'est le HID mute. Je prends ça. Maintenant, je dis, bon, je veux contrôler cet appareil avec ça, mais ça, je ne peux pas le faire. Parce que ici, il affiche, non, ça c'est un objet de contrôle, et ça c'est un objet de un état, un 0 ou un 1. Donc, pour pouvoir paramétrer cette valeur, j'ai besoin d'un convertisseur. Et ici, à gauche, j'ai maintenant tous les convertisseurs qui sont possibles. On va aller dans Value Conversion et on va dire que c'est un logique vers numérique qu'on a besoin. Donc, je prends cet objet et je dis logique vers numérique. Là, on voit en effet que ces objets que je peux contrôler, parce que ça c'est donc logique, je l'envoie en logique. Lui, il va le convertir en valeur numérique et je le mets là-bas. Et qu'est-ce que je dois faire? C'est modifier au moment que lui, il envoie un 0. Je veux que ça s'affiche au moment que lui, il envoie un 1, donc valeur on, je veux que lui, il envoie un 4 vers cet appareil. Et donc, il va prendre la 4e valeur dans la liste qui va être de couleur rouge. Et après, au moment que l'état mute, donc ici, c'est en off, je veux que c'est en 2. Et donc là, maintenant, tout simplement, on va gérer l'état de LED d'une barre TCC2 via l'état de mon PC, donc de mon Teams, de mon Zoom, etc. Parce que HID, c'est un protocole standard. Donc là, maintenant, on va vous montrer ça en petite démonstration. Tac. Je vais connecter mon PC. Ah non, non, je ne peux plus parce que j'utilise mon micro, je pense. Oui, bon, ça c'est peut-être la seule chose que je ne vais pas pouvoir vous montrer. Donc normalement, au moment que je vais connecter ça, mais j'ai peur que ça va couper le micro ou bien on le teste quand même vite fait. Excusez-nous pour voilà, cette petite... Oui, est-ce que je peux... Là, vous nous entendez normalement. Oui. Oui, ok. Merci David, Bon, très réactif. On commence à être bien là. Merci Michael. Ok, donc là, je connecte ici. Hop. Je vais connecter mon mute. Maintenant, ah oui, ça fait des boucles quand même. Bon, d'accord, ça fonctionne. C'est vrai, bon. Ça c'est peut-être trop compliqué pour vous montrer ça en mode visio en même temps. Mais donc, on peut bien contrôler l'état. En fait, je peux même le montrer ici. Donc, au moment, je vais de nouveau aller en mode live, donc chargé dans l'appareil. Et j'avais même rajouté en fait le contrôle de l'état LED sur le Lucia. C'est peut-être une fonctionnalité qui n'est pas si utile. Mais donc, si je mets dans Lucia, j'avais LED. Et donc, ça, c'est l'état du LED state qu'on voit ici. Donc là, on voit cette liste qu'on a. J'ai fait un contrôle, le drag and drop sur le menu Lucia. Donc là, maintenant, si je vais dans mon menu, hop, dans le petit menu ici, j'ai l'état du LED. Je peux appuyer sur Change. Je vais maintenant le mettre en 3 ou non, en 7 par exemple. Je fais Back et on peut voir que maintenant le mic on dans la présentation c'est cyan. Donc là je fais de nouveau, hop, j'entre, hop, je fais Back et là ça change en yellow. Et en effet, en direct aussi sur notre dalle qui est à côté. Donc, ça montre que en fait, on peut vraiment commencer à être créatif avec cette machine et pas uniquement piloter le système audio, mais tout ce qui est caméra, tout ce qui est suivi de caméra, avoir plusieurs presets
utiliser plusieurs dalles plafond, utiliser le système pour faire du zoning, utiliser voilà, le système pour activer ou désactiver des presets via un écran, via des interrupteurs, il y a l'application. Donc voilà, ça c'est peut-être la conclusion, que le système Zilliqa et donc l'écosystème qu'on peut utiliser avec les différentes cartes et tout ça est quand même très complète. Et on peut vraiment attaquer plein de projets différents. L'interface, il est très convivial, très intuitif une fois qu'on commence à jouer avec. Et donc voilà, si vous souhaitez tester, là, vous savez déjà qu'on a des valises, on a 4 valises qui peuvent tourner si vous souhaitez tester de matériel. De toute façon, si vous avez un projet de matériel, il est disponible chez nous. On a tout en stock. Donc, si par exemple, vous avez un projet qui se fait dans un mois, vous pouvez déjà commander maintenant et faire votre projet déjà en amont. Si vous souhaitez tester le matériel, donc tout ça, c'est des choses qui sont disponibles. Voilà, donc je vois qu'on a déjà dépassé un peu le temps. Peut-être que la prochaine fois, on va aller plus vite immédiatement dans le système de visioconférence, mais c'était quand même une overview bien complète. Il y a beaucoup de choses qui sont traitées dans la certification. Il y a 20 modules qu'on peut passer avec des petits quiz et tests après aussi. Voilà, donc maintenant, si vous avez des questions, je pense qu'il y a encore quelques minutes pour présenter ou pour répondre. Donc, David, est-ce que l'utilisateur lambda peut avoir accès à des menus cachés sur la dalle ou est-ce qu'ils sont tous masqués? En fait, là, on peut imaginer que, en effet, là, le menu caché, on peut appuyer et il demande le mot de passe. Donc, là, on voit clairement. On peut aussi imaginer qu'on va avoir un bouton caché qui n'est vraiment pas visible. Par exemple, le logo, le T vert sur l'interface, dire que ça, c'est un bouton pour accéder dans un menu. Donc, on peut toujours cacher certains menus si on le souhaite. Mais voilà, les presets sont toujours globaux. Donc, comme je l'avais montré, on peut en effet aller faire un preset global pour tout le design du DSP, mais on peut aussi faire un preset qui va uniquement toucher à un petit composant dans le design. Si on a la matrice, on peut dire juste le on-off de cette entrée, cette sortie, le sauvegarder uniquement comme ça. Il y a actuellement, donc en termes de caméra, il y a plusieurs déjà types qui peuvent être pilotés. Il y a tout ce qui est Lumens avec Panasonic, on a fait des tests également, on a du Sony, et ça c'est tous avec de vis cassure UDP. Il y a aussi vis cassure TCP, là c'est plus des marques un peu chinois, comme du Value HD, etc. Après, il y a plusieurs caméras qui peuvent être pilotées. Finalement, c'est de nouveau, on ajoute autant de composants qu'on souhaite et on peut modifier le nombre de presets. Donc, on peut avoir un seul DSP qui va fonctionner pour 4-6 salles et qui va donc, le DSP va piloter jusqu'à 6 caméras individuellement qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Donc ça, c'est complètement possible, même plusieurs différentes marques avec la même machine. Pour dire qu'on va chercher en effet le système de suivi de caméra, là, on entre dans le sujet de sélection de flux vidéo. Parce qu'on peut bien piloter plusieurs caméras, mais finalement, il faut aussi rajouter de logique pour dire, OK, c'est telle personne qui prend la parole, donc je vais prendre tel preset, jusque-là, ça va. Mais après, il faut dire aussi, oui, mais telle caméra avec tel preset, ça veut dire que c'est telle entrée sur le video switcher. Et donc, actuellement, c'est quelque chose que nous, on n'a pas encore vraiment expérimenté avec. Et
allez, je ne veux pas vous déconseiller, mais je sais que voilà, pour la partie suivi de Camara dans l'application de conférences standard, il y a déjà des très bons logiciels qui existent. On a même notre propre logiciel qui existe. Il y a aussi la possibilité de faire ça avec des automates Crestron-Extron. Donc, je vous conseille peut-être plutôt d'utiliser une application comme ça que de tout programmer à la main dans le DSP. En fait, le but de Zilliqa, c'est de ne pas remplacer un automate, mais pour des applications quand même plutôt standard dans le mode visioconférence, là, on peut complètement remplacer l'automate parce que l'appareil est quand même très puissant et il peut faire tout ça. Mais comme j'ai montré, on peut aussi très bien cohabiter, donc avoir un automate qui va faire tout ce qui est pilotage et après le DSP qui va faire le traitement de l'audio basé sur des signaux de l'automate. Donc, j'espère, Benoît, que ça c'était la réponse pour la question. C'est en effet compatible Barco ClickShare, c'est même certifié Barco ClickShare, tout à fait, Barco CX, exactement. Oui, donc ça c'était la question de Benoît. Et pour la partie conférence, et donc en effet, Barco ClickShare, en effet. Voilà. Il y avait juste une dernière question dans le chat. Ok, le lien, en effet, je pense qu'au moment que vous allez, qu'on va quitter ou terminer l'event, vous allez recevoir un lien pour le téléchargement. C'est peut-être aussi quelque chose que nous-mêmes, on va encore refaire, ou peut-être couper la vidéo et mettre ça en ligne. Bon, on va encore réfléchir un peu sur le format. De toute façon, on va encore refaire cette présentation la semaine prochaine. Donc, si vous avez des collègues qui veulent participer en live la semaine prochaine, n'hésitez pas de transférer ça. Et comme ça, vous augmentez aussi les chances de gagner le QRA. Okay. Voilà. Je vois qu'il y a encore quelques questions, mais hop, je viens encore là-dessus. Pilotable par Kramer Control, ça je ne sais pas. Je ne connais pas très bien les produits Kramer. C'est quelque chose que je peux poser comme question et revenir vers vous, Benoît. Sinon, voilà. il n'y a plus d'autres questions. Ok, ben, merci à tous pour votre participation. Et puis pour ceux qui peuvent, n'hésitez pas à partager effectivement le prochain webinaire la semaine prochaine, le 2 mai. Très bien, merci beaucoup. Bonne journée à tous, au revoir.